Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc je vais essayer de faire vite, hein. On m'a donné 19 minutes exactement. Donc je vais parler de la création d'un MOOC et de la co-création d'un MOOC, alors avec les termes à distance et multi-usage, que je vais expliquer tout de suite en essayant de jongler avec le micro et mes lunettes. Donc à distance, pour une raison évidente, puisque le MOOC a été fait par des personnes qui sont à différentes régions du monde. Donc le porteur de projet, c'est Thierry Massard, professeur d'informatique à l'ULB, donc à Bruxelles, accompagné d'un ingénieur informaticien aussi de l'ULB qui s'appelle Arthur Le Suisse, et qui est le co-créateur et un des responsables d'un outil qui est la pierre angulaire en fait, de notre système, qui est donc un exerciceur qui va permettre de faire des exercices de programmation autocorrigés dans le MOOC. Donc moi-même, ici à La Réunion, et puis on a une femme, Isabelle Poirier, qui est professeure de mathématiques dans le sud de la France. Alors ce qui est marrant, c'est que Isabelle en fait était apprenante sur la première session du MOOC. Et quand on s'est rendu compte de la qualité de ses interventions sur le forum, parce qu'un MOOC, c'est avant tout, enfin, c'est le contenu, les vidéos, etc., mais c'est beaucoup d'animations, beaucoup de questions des apprenantes et des apprenants sur le forum, et il faut être réactif, sinon on a un MOOC qui est mort, en fait, et qui ne vit pas. Et grâce à Isabelle Poirier, on a un MOOC qui est très vivant, parce qu'elle est présente tout le temps. Je ne sais pas comment elle fait. Je pense qu'elle a un don d'ubiquité, parce qu'elle a plus de 3000 réponses sur le forum, et c'est vraiment incroyable. Voilà. Et du coup, à la suite de la session 1, on l'a intégrée à l'équipe pédagogique. Elle nous a aidé à corriger, évidemment, entre les sessions, les différentes ressources, relever les coquilles, améliorer les énoncés d'exercice et toujours cette présence sur les forums. Donc ça, c'était pour la partie à distance du titre. Pour la partie multi-usage, donc, on a fait un MOOC, évidemment. Le but du MOOC, au départ, c'est le grand public, bien sûr en ayant, et j'y reviendrai, un public cible normalement, mais destiné au grand public. Nous, destinés aussi, quand je dis nous, c'est Thierry et moi, à nos étudiants, puisqu'on devait se servir du MOOC, et on se sert du MOOC pour nos formations, pour nos cours universitaires. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait eu d'autres usages. On a eu un certain nombre d'enseignants du secondaire, avec l'arrivée de la spécialité NSI, qui est donc l'informatique au lycée, qui s'appelle NSI, on ne sait pas trop pourquoi, qui se sont emparés du MOOC, soit pour eux-mêmes, parce que c'est des enseignants qui étaient issus d'une autre discipline et qui ont voulu soit confronter leurs connaissances et voir si effectivement tout allait bien, soit même pour se remettre un petit peu à niveau. Et aussi avec leurs élèves, notamment pendant la période Covid. Donc on a eu des retours. Moi, j'ai eu un enseignant qui m'a envoyé des mails en me disant, en fait, il me demandait s'il pouvait utiliser avec ses élèves. Alors, ça me paraissait bizarre sur un MOOC, évidemment, puisque c'est ouvert, c'est le principe. Et qui se servait donc du MOOC pour mettre ses élèves les plus forts en autonomie et s'occuper de ceux qui étaient en difficulté. Et on s'est rendu compte aussi, dans la population des apprenants MOOC, qu'il y avait un certain nombre d'étudiants master d'autres spécialités, notamment pas mal en économie, qui se sont retrouvés à devoir faire de l'analyse de données et de présentation de ces données via notamment des notebooks Jupyter, un truc qui est arrivé, qui est très à la mode pendant un moment. Et ces étudiants-là ont assisté au MOOC également pour prendre les bases de programmation en Python. Alors, donc quelques éléments de contexte pour expliquer pourquoi je suis arrivé à ce MOOC, à ce travail et ce projet avec Thierry, et ce que je fais en fait. Donc moi j'enseigne l'initiation à la programmation. Donc l'initiation à la programmation, contrairement à ce qu'on peut entendre, c'est quand même une activité difficile. En fait, on est sur un double apprentissage. Notre collègue d'anglais en a un peu parlé. Il ne s'agit pas juste d'apprendre les briques du langage de programmation, parce que ça c'est facile, et c'est bien plus facile que l'anglais, parce qu'il y en a vraiment très peu. Mais la difficulté vient de, partant d'un problème concret, découper ce problème en sous-problèmes suffisamment fins et suffisamment proches de notre langage de programmation. Et quand je dis notre langage, le nôtre n'est pas neutre, c'est-à-dire qu'il faut être capable d'être suffisamment au courant de ce que peut faire le langage, et la programmation en général, pour découper efficacement ce problème. Et donc on est là sur un double apprentissage, et c'est vraiment difficile.
Et donc cette difficulté, hein, comme dans beaucoup de disciplines, hein, en sport, ça paraît évident, en musique, ça paraît évident, bah, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer et pratiquer. Ben, en programmation, c'est pareil. Et donc cette pratique intensive, évidemment, quand on a 15 heures de cours magistral et 15 heures de TD pour faire tout cet apprentissage, ben, c'est trop peu. Et donc, il a fallu que je repense ma façon d'enseigner. Et donc, à une époque, pas si lointaine, mais ça remonte déjà à une petite dizaine d'années, on va dire, 8 ans, je me suis dit que peut-être qu'il fallait que je dégage du temps présentiel pour faire autre chose que juste montrer la syntaxe d'une boucle for, parce que ça, c'est la partie facile. Et donc, je me suis dit, bah, peut-être que s'il y avait des ressources disponibles avant, sous forme de vidéo par exemple, et un certain nombre d'exercices, un grand nombre d'exercices, puisqu'on a parlé de pratique intensive, et évidemment autocorriger, parce qu'il ne s'agit pas de juste donner beaucoup d'exercices, il faut aussi que l'apprenante et l'apprenant puissent avoir un retour, et donc à minima une correction de ce qu'il a fait. Et donc si j'en donne plein, bah, je suis incapable de suivre le rythme et de donner des corrections moi-même. Donc il faut que ce soit autocorrigé. Donc j'avais ces deux éléments-là en tête. Évidemment, à cette époque-là, au moment où j'ai ça en tête, je n'ai pas du tout l'idée de faire un MOOC. Donc ça, c'est le contexte. Donc la chronologie, ouais, pourquoi on en est arrivé au MOOC? Finalement, je n'ai pas besoin de mes lunettes. Donc il y a eu cette prise de conscience et la décision surtout d'aller voir ailleurs. Parce qu'au début, je suis resté tout seul dans mon coin. Et pour les exercices autocorrigés, je me suis trouvé tourné vers des outils externes. Donc j'ai exploré les exerciceurs, ça s'appelle comme ça, ou juges en ligne. C'est encore plus bizarre comme nom. Je me suis trouvé vers des outils externes, et il y en a plein. Par exemple, Coding Game, pour ceux qui ont entendu parler. C'est une plateforme qui propose des exercices de programmation et qui est autocorrigée. Et qui en plus a un certain niveau de professionnalisme. Hein. Notre collègue d'anglais en parlait, avec des graphismes, avec des choses qui sont vraiment professionnelles. Mais la difficulté de ça, c'est que d'abord, souvent, les exercices sont trop difficiles pour des grands débutants, et donc ça décourage, ce qui n'est pas terrible. Et puis, je n'ai pas la main sur le contenu. Je suis obligé de m'adapter à ce qui est proposé. Et donc, je suis allé chercher de l'aide. Et pour ça, je vais donner la parole du coup à Thierry. Donc moi aussi, je fais une présentation à deux, mais avec mon collègue Thierry qui a juste enregistré filmé même ses réponses. Alors je peux laisser en petit, hein, ça va éviter de faire trop de bêtises. L'histoire commence en octobre 2017. Je reçois un mail d'un certain Sébastien Waro qui me dit je voudrais collaborer et j'enseigne la programmation Python et j'aimerais bien éventuellement faire des choses ensemble, confronter nos expériences, etc. pour améliorer ma pédagogie. Alors j'ai trouvé que c'était une très très bonne idée et très rapidement on a convergé vers la co-création d'un MOOC appelé Apprendre à coder avec Python. Voilà, donc voilà pour cette prise de contact, on va dire. Donc juste un mail. En fait, j'en avais envoyé 3 dans 3 universités francophones. Donc je voulais pas prendre de cours d'anglais avant, donc j'avais pas trop le temps. Donc voilà, je me suis milité à une université en Suisse, une au Luxembourg et celle-là, l'ULB, donc à Bruxelles. Et Thierry a été le premier à me répondre. Les Luxembourgeois m'ont répondu quelques semaines après et j'ai jamais entendu parler des Suisses. Donc la rencontre, notre collègue le VP a évoqué ce manque de globalité dans nos innovations, que ça reste quand même des projets isolés. Je voulais quand même citer Erasmus+, qui est un cadre qui m'a permis, de mettre en place ce projet. Donc en 2018, j'ai profité d'un stage d'observation. Je me suis dit, dans le cadre d'Erasmus+, je vais pouvoir aller observer ce que fait Thierry avec ses élèves, et notamment avec l'exerciceur Upilab. Je vais y revenir. Donc, et puis j'ai découvert... je me suis trompé dans la photo. Je voulais mettre une photo du campus. Donc voilà. Donc Upilab, là, c'est une petite capture d'écran. Donc ça, c'était la rencontre.
Et puis donc on a travaillé, évidemment on a échangé à distance, on a utilisé un certain nombre d'outils comme Slack, il est équivalent chez Microsoft, hein, Teams, il y a des tas d'outils comme ça qui permettent évidemment de communiquer, d'échanger des documents. On a utilisé un Git, on a utilisé des tas d'outils pour créer à partir d'un format texte le document compagnon qui allait être mis sur le MOOC, donc je vous passe les détails. En mars 2019, en France, il y a eu donc le début de la formation assez lourde pour que les enseignants puissent enseigner cette fameuse spécialité NSI. Et Thierry est revenu donc toujours sur un projet Erasmus+, m'aider dans le cadre d'un cours de didactique dispensé à ses stagiaires DIU. Et donc il a fait une partie didactique, notamment sur la récursivité. Et donc il est revenu, on a pu continuer à échanger, et c'était finalement la fin, enfin on a un peu fêté le début de notre MOOC qui commençait le mois d'après. Donc la production, ça a été avril 2019, donc pour la première session, donc du MOOC qui s'appelle Apprendre à coder avec Python, qui est disponible sur la plateforme Fun et qui en est à sa 7e session actuellement. Donc c'est un MOOC qui, vous allez voir, je vais vous montrer un peu, qui est assez dense. 3 mois, dès la première session, les apprenants nous ont dit bah non, c'est vraiment trop court, c'est pas tenable. Donc on a étendu à 4 mois avec 2 sessions par an. Et depuis la session 4, en fait, on a changé le format parce que finalement, ouvrir 4 mois, fermer un petit peu puis réouvrir, c'était pas pertinent. Et donc on a une session annuelle qui ouvre en septembre, qui referme fin mai, début juin, mais avec 2 phases de projet, parce qu'il y a un projet dans le MOOC, et 2 phases de remise d'attestation. Alors, pour les aspects techniques, pareil, je vais redonner un petit peu la parole à Thierry. Bon, il m'a envoyé une vidéo un peu longue, donc j'ai dû découper un petit peu. Je pense qu'il ne m'en voudra pas. Donc voilà, là, on est... Vraiment, ça dure, vous voyez, 26 secondes. C'est juste pour vous montrer qu'il y a quand même un travail conséquent avant de mettre en place le MOOC, de scénarisation, de découpage de ce qu'on raconte. OK. Après, on s'est mis à structurer le MOOC. Et donc, bien sûr, on parle de quels sont les chapitres qu'on va y mettre, quelles sont les sections dans chaque chapitre, quelles sont les activités. Et là, de nouveau, on discute pédagogie, on discute didactique. Est-ce qu'on veut des activités superficielles, en surface, donc montrer les choses, ou bien est-ce qu'on veut des activités en profondeur, donc que les étudiants sachent finalement programmer? Voilà. Pas plus. L'idée, c'était vraiment que... donc on se retrouve vraiment, avant de produire le MOOC, avant de le déposer donc, sur la plateforme, à devoir penser vraiment très finement comment est-ce qu'on découpe les différentes choses et les différentes activités. Donc le MOOC, c'est avant tout des vidéos. Hein. Sur le MOOC, il y en a 40. Bon, on est entre nous, donc je me suis permis, hein, pas de faute de modestie. J'ai mis la photo qu'on a prise de nous après, une petite cérémonie où on récompense les meilleures vidéos. Je ne sais pas si vous connaissez. Et donc 40 vidéos. Dans la version que j'ai coupée, Thierry parle du côté un peu amateur de nos vidéos parce que donc, depuis, j'ai eu l'occasion de refaire des vidéos avec la D2IP, je remercie Didier d'ailleurs, pour les causeries, et où ils ont un plateau qui est formidable, avec un super éclairage, des caméras, des gens hyper compétents. Donc on sent, à la fois au début on est intimidé parce qu'on se dit merde, je vais faire perdre du temps à des tas de gens, et puis on se rend compte que finalement ça se passe bien, ils sont super professionnels, et même si on a un loupé, ben, finalement ça passe plutôt bien. Donc là on a fait nos vidéos tout seul, chacun dans notre coin, lui... à Bruxelles, c'est déjà les 19 minutes. Ah, c'est pour accompagner l'autre photo là. Et du coup, j'en perds le fil. Oui, donc chacun de notre côté, avec du matériel emprunté, donc moi au service audiovisuel de l'université. Voilà. Et donc on a fait nos vidéos dans notre coin, et ensuite ça a été monté évidemment par des professionnels. Donc il y a des vidéos qui sont importantes. On a aussi donc des quiz, on a vu hein, des petits QCM, donc ça il y en a peu, c'est juste après une séance de vidéo, donc de cours, voir si la vidéo a été lue. Mais surtout le cœur du MOOC ici, c'est les exercices UPILAB. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble tout de suite.
Et j'ai pas besoin du réseau parce que j'ai juste fait. Puis je vais surtout pas essayer de lancer le truc, parce que je sens que ça va planter sinon. Donc vous avez voilà le MOOC, une section, et vous voyez qu'il y a quand même. Donc à chaque fois qu'il y a une petite icône comme ça, c'est un exercice de programmation autocorrigé. Donc il y a un énoncé. L'apprenant a son environnement de programmation qu'on lui a demandé d'installer. Alors ça peut être celui qu'on a conseillé ou le sien propre. Donc il est censé faire l'exercice dans son environnement. Donc il quitte momentanément la page du MOOC. Et UPilab, donc l'interface est très sommaire, il fait juste un copier-coller de sa réponse. Donc la réponse ici, il faut bien comprendre, c'est un fragment de programme Python. Et ensuite, il va cliquer sur le bouton valider. Et là, c'est l'exerciceur qui fait ça, avec une génération aléatoire de tests pour voir si effectivement son code valide ce qu'on lui a demandé. Et il obtient ses points directement. Alors ce qui est intéressant dans cet outil, donc là il est intégré à la plateforme, et il est intégré à la plateforme parce que c'est une plateforme EDX et qu'il y a un protocole pour ça, pour intégrer des outils externes à la plateforme EDX qui s'appelle LTI. Bon, on s'en fiche un peu du nom, mais ce que je veux dire, c'est que n'importe quelle autre plateforme d'enseignement qui intègre ce protocole pourra accueillir un exerciceur comme ça. Et par exemple, Moodle intègre le protocole LTI, et donc j'ai déjà utilisé juste la partie exerciceur dans Moodle directement. Voilà, je reviens sur mon diaporama. Donc 80 exercices comme ça, autocorrigés. Et ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment le cœur de l'apprentissage, c'est-à-dire que les apprenants veulent absolument réussir les 81 exercices. Alors après, ils râlent parce que parmi les 80 exercices, il y en a quelques-uns qui sont assez mathématiques. Et ils disent, mais non, mais il y a trop d'exercices mathématiques. Alors qu'on leur dit, mais oui, mais justement, celui-là, on l'avait dit, c'est pas la peine de le faire. Si vous n'aimez pas les maths, passez-le et faites. Non, ils veulent quand même le faire. Mais il faudrait qu'il ne soit pas mathématique. Bon. Et donc, il y a un projet. Donc, il y a un projet qui est assez conséquent. Donc, c'est un programme informatique à faire, avec dépôt sur la plateforme, évaluation par les pairs, une auto-évaluation, etc. Et le tout, donc, sur 7 modules qui sont ouverts, alors les 4 premiers directement, et ensuite un par semaine. Voilà. Alors quelques chiffres. Donc 7e édition, ça touche 140 pays, on en est à 150 000 inscrits. Bon, les taux de réussite, je les ai mis évidemment sur un MOOC, c'est pas ce taux-là qui est pertinent, c'est le taux ramené aux vrais apprenants qui ont suivi, parce qu'il y en a plein, ils s'inscrivent, et puis ils ne viennent pas. Alors le 150 000, nous on est très contents. Là, moi je viens de m'inscrire à celui de Harvard. Donc une initiation à Python, cours ouvert de Harvard, c'est 700 000 inscrits. Bon, après c'est Harvard, c'est en anglais. Voilà. Donc en conclusion, je redonne la parole... Enfin non, je me suis trompé d'ordre. Là c'est moi d'abord et puis Thierry après. Désolé Thierry. Donc c'était vraiment une super expérience, aussi bien pédagogique, didactique qu'humaine, évidemment, et qui a débouché d'ailleurs sur un projet européen. Donc Thierry a initié un projet européen avec d'autres partenaires sur la création et l'observation d'une communauté d'apprentissage de l'informatique. Donc ça a été passionnant pendant 3 ans. J'ai mis une communauté, en fait c'est 2. En Belgique, plutôt sur les petits, 12-15 ans, et ici en France, avec donc cette spécialité NSI sur les 16-18. Alors, le format MOOC, il est intéressant, mais vraiment si on tient à la partie grand public. Sinon, je pense qu'il faut faire autre chose que du MOOC. Je pense que le format vidéo court est très bien, mais il faut profiter, donc il y a une nouvelle plateforme de podcast, que je n'ai pas encore testé, mais sur laquelle j'irai bientôt. Donc il faut les vidéos, je pense que c'est bien, mais il faut vraiment réfléchir le MOOC que si on a besoin du grand public. Sinon, il faut faire autrement. C'est chronophage, le MOOC, notamment la partie animation du forum, parce que comme les apprenants veulent faire leurs exercices, quand ils n'y arrivent pas, ils posent des questions sur le forum et il faut avoir répondu dans les 5 minutes, sinon, pas content. Et puis, il faut du QCM, évidemment, donc ça, il y en a dans Moodle, etc.
on a vu des tas d'exemples, notamment en anglais, là, avec des QCM, pas juste vrai-faux, il faut vraiment des exercices enrichis. Et là, nous, en programmation, c'est vrai que l'exerciceur, c'est le gros plus, c'est vraiment ça qui fait que les apprenants ont envie, parce que ils essayent, quoi. Voilà. Et maintenant, je donne la parole 30 secondes à Thierry pour le mot de la fin, et on en aura... Voilà, moi, c'est une expérience que j'ai vraiment beaucoup appréciée, à la fois au niveau expérience pédagogique, didactique, pour m'améliorer au niveau de mes enseignements, mais aussi comme expérience humaine. Et je n'ai plus qu'à faire un énorme bonjour à Sébastien et à tous mes amis de l'île de la Réunion. À bientôt. Voilà. Merci beaucoup Sébastien, on peut l'applaudir effectivement.